Hola, buenas tardes. Ya somos un grupito importante de gente. Soy Cristina Tous, técnica del proyecto Fundación Agroterritori. Junto a mi compañera Carla Febré, os damos la bienvenida a esta primera sesión de trabajo grupal entre los socios y ganaderos que formamos parte del proyecto Climagil. Mi nombre es Alicia Martínez y trabajo, un momentito que se me ha ido para adelante. Trabajo como técnica agrícola en Avere, uno de los centros de gestión de explotaciones ganaderas del País Vasco. Hoy lo que vengo a contaros es uno de los servicios que gestionamos desde nuestra empresa, en concreto la red de compostaje o red de volteo. Este servicio tiene su inicio en 2006, cuando un pequeño grupo de ganaderos interesados en la gestión de estiércol a través del compostaje, pues sugiere que se trabaje en estas líneas, en líneas que lo permitan. Entonces, gracias a un proyecto I+D, se consigue comenzar a trabajar en ello y concretamente es en 2009 cuando se pone en marcha lo que actualmente conocemos como la red de volteo de Álava. De acuerdo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué consiste realmente esta red de volteo, ¿no? Bueno, pues la red de volteo realmente lo que busca es optimizar las condiciones de compostaje de estos estiércoles y lo hace mediante el volteo del propio material, ayudándose de una maquinaria específica. Lo que ocurre al voltear el estiércol, este material, es que se da una mejora en la estructura, favoreciendo la aireación y reduciendo el porcentaje de humedad. Entonces, de tal forma que se consigue aproximadamente un 60% de reducción en su volumen. Esto lo que hace es facilitar enormemente la aplicación del propio compost al suelo. Y bueno, más adelante explicaré lo que es lo que consiste la maquinaria y el sistema logístico. Les machines utilisées, la logistique que nous avons mise au... Minimizar los gastos o los costes del servicio. Tras 11 campañas realizadas con éxito desde Avere, coordinamos este servicio en el que realmente lo que damos es eso, un apoyo tanto técnico como humano para que bajo el asesoramiento de un experto, de una persona conocedora de todos estos ámbitos, los propios ganaderos o agricultores sean capaces o puedan compostar los estiércoles sólidos en sus propias granjas. Para ello, la metodología que se viene realizando es la siguiente. Habitualmente, en primer lugar, se convoca una reunión general en torno a febrero o marzo, o bien se manda una carta informativa a los usuarios o a los posibles clientes que quisiesen incluirse. Los nuevos usuarios se dan de alta en el servicio y firman una solicitud donde se comprometen también ellos a cumplir una serie de normas que mayoritariamente sirven para guardar una seguridad durante los trabajos de volteo. Seguidamente, lo que realizamos es una visita para poder comprobar que las condiciones de ubicación y las medidas de las futuras pilas que se van a generar sean adecuadas. Y ya cuando contamos con toda esta información y elaboramos un listado en el que ponemos todos los usuarios que van a estar en la red de volteo de esa campaña, porque a veces hay modificaciones, ¿no? Y lo que hacemos con este fin es intentar agrupar las explotaciones por cercanía. Entonces, nosotros avisamos a los usuarios de la fecha en la que la máquina va a ir al punto de trabajo y ya se ejecuta el trabajo en sí. Una de las recomendaciones que sí que realizamos es hacer 2 volteos por pila con una diferencia de un mes entre volteos. Esto viene de la experiencia que hemos ido adquiriendo
durante diferentes campañas y distintos estudios en los que se ha podido comprobar, bueno, que es el número de volteos óptimo y el plazo entre volteos también que más adecuado para poder alcanzar esas condiciones necesarias para asegurar un material final de calidad. Vale. Todo este trabajo previo de asesoramiento es realmente importante, ¿no? Porque para evitar pues, situaciones como la que podéis ver en esta imagen, en la que la máquina realmente pues, ha quedado encajada en el estiércol y no puede realizar el trabajo de volteo. Y al final, ¿esto qué te lleva? Pues a tener que rehacer la pila con la máquina en medio del montón de estiércol. Vamos, una situación al final muy incómoda, ¿no? Que se puede evitar simplemente eligiendo una buena ubicación y que además hay que asegurar que en todo momento cumplimos con la normativa, ¿no? Que en este caso en el País Vasco queda recogida por decreto y es lo que hacemos en las visitas que os comentaba. Entonces, bueno, durante estos años en los que se ha ido desarrollando la red de volteo, ha existido un crecimiento exponencial, pasando de 9 usuarios en 2009 a 111 que tenemos actualmente en 2020. Bueno, en cuanto al perfil de los usuarios, si bien la mayoría son ganaderos de diversas actividades, destacan los ganaderos de vacuno y ovino de carne, y además de ganaderos también pues existen almacenistas de paja que se adhieren a la red principalmente para poder gestionar los fardos de paja que tienen un exceso de humedad y que por ello no tienen otra salida comercial. Pero también encontramos agricultores ecológicos o incluso convencionales que deciden compostar por las dificultades que puedan tener para conseguir el compost a su medida y bueno, por el precio también que tiene este material en el mercado, ¿no? De acuerdo. Entonces, si reflejamos estos usuarios de la red de volteo en un mapa de Álava, ahí podéis ver unos recuadros en moradito. Igual no se ve muy bien, pero no había otra forma. Bueno, pues realmente vemos entendemos por qué el nombre de red de volteo, y es que efectivamente es una trama, ¿no?, de usuarios con un mismo interés que gracias a una gestión común pues tienen esa posibilidad de compartir experiencias y, lo más importante, compartir la maquinaria utilizada para el volteo y los gastos de mantenimiento y gestión que ella supone. Entonces, bueno, ahora me gustaría hablaros un poco del material del estiércol gestionado, ¿no? Este estiércol que se gestiona, bueno, pues debe cumplir una serie de características. Por ejemplo, sería la proporción de carbono-nitrógeno, que debe estar en torno a valores del 25-30. Estos valores se consiguen aportando entre 8 y 6 kilogramos de paja por unidad de ganado mayor y día de estabulación. Luego, además, es necesario que tenga una aireación adecuada, lo que se va a ver reflejado sobre todo en el porcentaje de humedad, que necesitamos que esté en torno al 60%, para que conseguir estas condiciones para que se pueda dar un buen proceso de compostaje. Además, debemos de tener en cuenta que cuanto más fresco sea el material que estemos trabajando, bueno, va a haber una mayor actividad microbiana y bueno, algo fundamental es que el material de partida no esté contaminado bien con metales pesados, piedras o cualquier otro elemento que bien pueda dificultar el volteo en sí, lo que sería mecánicamente o químicamente a la hora de aplicarlo, que no esté resultando un material, bueno, de calidad. Bueno, como comentaba antes, las visitas técnicas previas a la elaboración de las pilas se realizan con el fin de establecer unas condiciones que deben cumplirse en las pilas, ¿no? Mayoritariamente lo más importante es una serie de medidas tanto de altura como de anchura, que serían de 1,80 de alto a 3 metros de ancho,
además de una separación entre pilas o entre pilas o a cualquier otro elemento con el que la maquinaria pueda verse interrumpida su trabajo, que estaríamos hablando en torno a los 4 metros. Bueno, lo que comentaba antes también, se debe tener en cuenta la normativa para poder evitar así también los conflictos sociales o cualquier otro tipo de problema. Y también algo muy importante es que si hay pendiente, se debe tener en cuenta que la pila debe formarse en dirección de la pendiente. De acuerdo. Ahora me gustaría explicaros un poco en qué consiste la maquinaria, ¿vale? Que llevo hablando de ella bastante, bueno, toda la presentación y no os había contado. Bueno, es un apero realmente que se acopla al tractor, lo que hace que sea muy sencillo tanto de transportar como de mover. Bueno, ahí os he puesto los datos técnicos por si os interesan, pero básicamente decir que tiene un funcionamiento muy sencillo, además tiene una capacidad de trabajo muy grande y de mezcla muy bien los elementos y un alto rendimiento. Como podéis ver en la foto, que se trata de una especie de tornillo sin fin con unos salientes, ¿no? Que lo que hacen es voltear el material para intentar dar esa estructura más homogénea, bueno, darle una estructura adecuada, hacer una aireación y que se mejoren las condiciones del compostaje. Entonces, esta máquina va dirigida por un tractor que lo pone directamente el maquinista al que se le paga por el trabajo realizado, ¿no? En función de los puntos que se volteen y del tiempo que se utilice para hacer el trabajo. Entonces, él además se encarga del mantenimiento y de la limpieza, que es algo fundamental para poder asegurar un buen funcionamiento, porque esta máquina en el fondo también es delicada en ese aspecto. En ciertas cosas no es delicada, pero hay que tener un poco de mantenimiento. Bueno, entonces recompilando toda la información, un poco lo que hacemos desde ABERE realmente para poder poner en marcha este servicio es coordinar tanto técnica como logísticamente este trabajo entre el usuario y el maquinista. Y además recogemos toda esa información de las experiencias para poder mejorar el servicio de forma continua. Vale, gracias a ello y a distintos ensayos pilotos hemos podido fijar unas fechas concretas en las que los trabajos de volteo dan mejores resultados. Concretamente estaríamos hablando de los meses de mayo, junio y agosto y septiembre. Todo ello, bueno, con todo este sistema lo que conseguimos al final es la obtención de un producto final con una serie de características. Se trata de un compost joven con una relación carbono-nitrógeno de entre 8 y 16, en la que mejoramos notablemente la estructura del material inicial al material final. Además, se disminuyen o eliminan los loles y reducimos el volumen también, lo que he comentado antes, hasta un 60%. Con la reducción del volumen lo que conseguimos también es una concentración de los elementos, lo que al final supone un aumento del nitrógeno total, ¿no? En definitiva, se trata de un material bueno, aunque podría ser mejorable, sobre todo en lo referente a la materia prima. Y aquí, por ejemplo, podéis ver un material más seco, un material sin compostar, que no se ha volteado todavía ni nada, es fresco tal cual, sacado de la cuadra. Y aquí tendríamos el material ya compostado bueno, este es un caso especial, pero se le han realizado una serie de volteos y con lo que podéis ver que se ha mejorado la estructura, que tiene una pinta totalmente distinta. Y bueno, el volumen no tiene nada que ver porque la foto está sacada muy distinta, pero ya se puede ver que... Y es la misma pila, ¿eh? La misma pila, el mismo sitio, una diferencia de 3 o 4 meses. Y bueno, otra de las cosas que igual no he comentado antes, que sí que es un material muy, muy heterogéneo, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de un análisis o de un posible
uso para algo concreto o lo que sea. Y bueno, lo que me gustaría terminar un poco la presentación, bueno, pues poniendo la mirada en el futuro y esas nuevas oportunidades o nuevos horizontes o retos incluso que se nos presentan. Y es que al final lo que debemos tener claro es que las estrategias, pues bueno, pues que van cambiando, pero que lo que intentamos siempre es mantener ese objetivo que buscamos con este tipo de iniciativas, ¿no? Que es el de hacer una gestión pues más eficaz, sostenible y adaptada a la situación en la que estamos en este momento. Y es por ello que dentro de este servicio también trabajamos en nuevas líneas de incorporación con nuevos materiales. Entonces, tenemos el caso de la lana, que llevamos trabajando alrededor de 3 años y según los últimos datos recogidos, a través de este sistema, aproximadamente 14 granjas han podido gestionar la lana que anteriormente venía gestionándose mediante la incineración u otros medios. Entonces, los resultados obtenidos han sido satisfactorios, tanto en el sentido de calidad como del material final obtenido, sí, y como en el sentido económico, ya que las explotaciones que incluyen la lana en sus pilas de compostaje al final obtienen ese ahorro directo, ya que ese trabajo que tenían que externalizar y suponía un desembolso, bueno, pues ahora son ellos mismos quienes lo realizan, ¿no? Y por otro lado, este último año se ha trabajado concretamente en la gestión de la fracción orgánica de restos municipales a través de las pilas de estiércol, como un sistema de gestión de residuos descentralizado, que ha buscado pues bueno, las posibles sinergias, ¿no? que se podrían establecer entre ambos elementos. Gestionando el conjunto, entre ambos elementos me quiero referir a la fracción orgánica de restos municipales y el estiércol. Gestionando el conjunto mediante técnicas de compostaje a través de los medios que ya de por sí ofrece la red de volteo. Entonces, bueno, ha sido un proyecto muy interesante y que nos ha aportado mucha información en lo referente al funcionamiento interno de las pilas, porque hemos conseguido seguir muy minuciosamente pues la variación de temperaturas, bueno, verlo muy seguidamente, ¿no? Se hacía prácticamente una visita semanal, entonces, bueno, controlarlo tan al detalle también es muy bueno. Bueno, en definitiva, lo que promovemos a través de la red de volteo es ese sistema de gestión conjunta más sostenible en el que se consiga descentralizar las estructuras, pudiendo llegar a tener en cada granja su propio sistema de gestión de estiércoles. Y bueno, que gracias al conjunto puede realizarlo a este tipo de gestión se puede realizar con un coste asequible, porque, por ejemplo, estamos hablando de que el hecho de agrupar explotaciones cercanas y hacer la red de volteo como un circuito de trabajo, pues reduce hasta un 60% el coste del servicio. Bueno, y entender que además el estiércol es un material con capacidad de asumir y compostar distintos materiales orgánicos, ¿no? Como hemos podido ver en el caso de la lana o de los residuos orgánicos. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Espero que os parezca interesante y que os haya sido útil la información. En la presentación tenéis mi contacto y si no, a través de ABERE también podéis poneros en contacto con el servicio técnico para cualquier consulta o simplemente agradeceros que hayáis estado acompañando esta tarde. Y muchas gracias. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler pendant quelques... Je vais vous parler à tous de... Je peux prendre ton... J'enlève le son 2 secondes, parce que j'ai le son. Est-ce qu'on m'entend là? Allez, c'est parti alors. Sí, adelante. Donc, je vais vous parler de pâturage tournant dynamique, une technique
qu'on développe en Ariège depuis quelques années. Même si on est ici du bon côté des Pyrénées par rapport à la pluviométrie, on ressent de plus en plus les effets du changement climatique avec des étés de plus en plus secs. Et dans de nombreux secteurs, l'herbe qui pousse de fin février, début mars, jusqu'à début juillet. Donc voilà, cette herbe, c'est un très bon fourrage de qualité qui est économe. Et donc, l'objectif, c'est de le valoriser au mieux quand il pousse. Donc, par où on a commencé, même si en tant que technicien, on était convaincu de la technique du pâturage tournant dynamique pour gagner de l'herbe et gagner de la qualité d'herbe. Notre entrée auprès des agriculteurs avec lesquels on travaille, elle a avant tout été économique, parce qu'aujourd'hui, faire du stock de fourrage, de foin pour alimenter les animaux déjà pendant l'hiver, et ici, de plus en plus, même pendant l'été et l'automne, coûte horriblement cher. Donc, on est parti de coûts moyens, de fauche, d'emdainage, de fanage, tout ce que coûtait à faire donc une balle de foin, par exemple. Et donc, on a fait ce travail de réaliser des calculs du coût de la tonne de matière sèche valorisée sur les exploitations. Donc voilà, vous pouvez voir là les coûts moyens de la mécanisation à l'hectare. C'est des données ariégeoises, mais bon voilà, mon an mal an quand même, c'est dans ces eaux-là que ça se trouve. Et donc pour vous donner un exemple, exemple classique de la prairie permanente. Donc vous avez sur la gauche là tous les coûts annuels. La semence, la fertilisation, le travail du sol, l'implantation. Bon, en prairie permanente, on peut enlever pas mal de lignes, mais et par la suite, on peut voir s'il y a de l'irrigation, même si sur prairie c'est rare. Et le plus important, qui sont les coûts de récolte. Donc, on voit que dès qu'on rajoute des coûts de récolte, il faut passer au moins 3 outils sur la parcelle, avec un tracteur, un chauffeur, plus le coût de l'outil. Et à l'hectare et à l'année, même si comme c'est des prairies de fauche, on a tendance à les pousser un peu, on fait des rendements meilleurs, on est sur des coûts hectares annuels qui sont vraiment très importants. Et donc voilà, là c'est des moyennes qu'on a sorties d'une quinzaine d'éleveurs chez qui on a fait ce travail. Une tonne de foin en balle au champ coûte à peu près en Ariège 60 € la tonne de matière sèche, alors que quand on pâture, même en mettant 20 € de l'hectare, on va dire 1 heure de travail par hectare quand les clôtures sont faites sur le temps ou avec des clôtures mobiles, c'est des choses quand même qui sont faisables en 1 heure. Les coûts sont bien moindres et même avec moins de production, comme on choisit des parcelles moins productives en pâturant, le coût à la tonne est bien moins important. Ce travail, l'objectif, c'était de motiver les éleveurs à travailler plus sur l'herbe et mettre tout en place pour pouvoir pâturer de l'herbe le plus longtemps possible, et aussi de diminuer les charges de mécanisation, qui en termes de gaz à effet de serre en plus ne sont pas très intéressantes. Et par là aussi, étant donné que ces calculs, c'est le rendement qui impacte beaucoup sur le coût de la tonne de matière sèche,
se dire que tout ce qui est en dessous de 2 tonnes de rendement, il fallait absolument le pâturer. Voilà, donc ça, c'était le départ. Pour reprendre les grands principes du pâturage tournant dynamique, c'est pas nous qui les avons inventés, évidemment. C'est des techniques qui datent des années 50, qui ont été développées par en partie André Voisin, sur le principe de la pousse des graminées. Et donc, on dit qu'une plante, pour qu'on ne l'affaiblisse pas, surtout les graminées, il faut qu'elle arrive à avoir fait 3 feuilles, donc comme on peut le voir sur le schéma, pour commencer à se redévelopper via la photosynthèse et pas avec ses réserves. Donc, on essaye de respecter ce stade des 3 feuilles pour venir pâturer avec des animaux. Voilà, bon, ça c'est dès qu'on a la 3e feuille donc qu'on peut venir pâturer. Voilà. Donc ça c'est un autre schéma qui montre l'importance de respecter les cycles des plantes. C'est en lien avec ce principe des 3 feuilles. Quand on prélève sur la plante une grande partie, une grande biomasse, on a tendance à affaiblir son système racinaire. Si on affaiblit son système racinaire, on affaiblit sa capacité à résister aux sécheresses, on aura moins de production, etc., etc. Donc, c'est en se basant sur la pousse des plantes qu'on essaye d'organiser le pâturage. Donc, le principe est simple. Au lieu d'avoir, par exemple, sur une rotation de 20 jours, 4 parcelles, si on a 4 parcelles sur 20 jours, le temps de présence par parcelle sera de 5 jours, par exemple. Donc, le temps de repos sera de 15 jours. 15 jours de temps de repos pour des graminées, c'est pas beaucoup. Alors que si on découpe en une dizaine de parcelles, par exemple, les animaux vont rester 2 jours par parcelle. Et donc, mécaniquement, le temps de repos sera plus long, de 18 jours. 18 jours, un peu plus, on pourrait le faire aussi, mais c'est pour montrer le schéma et l'intérêt de ne pas laisser les animaux longtemps sur une même parcelle. Et un objectif par rapport à la pousse de l'herbe, ce qu'on dit et ce qu'on observe surtout, c'est qu'au printemps, quand une graminée est mangée, elle met en moyenne 3 jours à refaire une nouvelle pousse. Et pour éviter que les animaux remangent cette nouvelle pousse, il faut essayer de les faire bouger de parcelle au moins tous les 3 jours. Donc, je ne sais pas si vous avez fait déjà ça chez vous, mais mettez un coup de bêche, un coup de pelle dans vos prairies et observez ce qui se passe dessous. Ici, on est chez un agriculteur voisin qui est en pâturage tournant dynamique depuis 9 ans maintenant. Et on voit à quel point la surface du sol s'est assombrie en matière organique et à quel point tous les premiers 20 cm de la parcelle sont remplis de racines, prêtes à aller chercher de l'humidité en profondeur. C'est un exercice intéressant à faire chez soi parce qu'on apprend pas mal de choses comme ça. Un mot sur les qualités de l'herbe. Quand on pâture de l'herbe fraîche au printemps qui a à peine 10 cm de hauteur, comme vous le voyez écrit, on est sur des valeurs diététiques très riches, que ce soit en énergie et en azote.
dès qu'on passe à montaison ou même à l'étape de floraison, où on a tendance à faire les foins souvent, en termes de qualité, on est bien moins bon. Mais bon, voilà, ça c'est le cycle de l'herbe, mais bon, c'est pour ça qu'on a intérêt à venir régulièrement sur des végétations assez basses pour avoir de l'herbe de qualité. Quelques exemples de suivi et d'observation qu'on peut faire. Donc ici, la photo où on voit les vaches, c'était le 21 mars de l'an dernier, donc relativement tôt pour le nord des Pyrénées. Et donc là, cet éleveur commençait à mettre en place le pâturage. C'était la première parcelle du printemps. Comme vous le voyez sur la droite, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe vraiment, mais au printemps, la sortie précoce des animaux est vraiment importante pour ne pas se faire dépasser par l'herbe. Et dès qu'on a un peu d'herbe présente, il ne faut pas hésiter à lâcher les animaux en petites parcelles. Pour s'aider à ça, on utilise un herbomètre qui est à droite en photo. Donc c'est un petit disque qui est posé sur l'herbe et en le posant plusieurs fois dans la parcelle à différents endroits, ça mesure des hauteurs d'herbe qui sont transformées en kilos d'herbe, en kilos de matière sèche par hectare. Et c'est à partir de cette donnée qu'on décide si oui ou non on peut mettre les animaux à la pâture. Donc voilà, au sein à la Chambre d'agriculture de l'Ariège, aujourd'hui, on a 3 herbomètres qui ressemblent à celui-là, qu'on utilise au printemps pour aider les agriculteurs à lancer la mise à l'herbe. Autre thématique très intéressante par rapport au milieu sec, c'est la technique des foins sur pied. En Ariège, on n'a qu'un agriculteur aujourd'hui qui le met en place. Et ça, c'est un agriculteur de l'Aude, juste à côté, qui le développe. Le principe, c'est au lieu au printemps, donc faucher, faire du stock et commencer à distribuer du foin, souvent en juillet. Du foin, comme on disait, de qualité moyenne, c'est jamais, sauf si c'est jamais très très riche. L'idée, c'est de le laisser sur pied, sur la parcelle, de le laisser monter et de le faire manger en pâturage tournant aux animaux. Un pâturage tournant, pourquoi sinon, les animaux sélectionnent et ont tendance à laisser du refus. Un pâturage tournant, beaucoup moins. Et le fait d'avoir cette végétation pendant l'été permet au moindre orage, à la moindre goutte d'eau, d'arriver au sol et de ne pas s'évaporer. Voilà, ça protège le sol aussi l'été. Et on réduit les coûts de mécanisation. Pour montrer quelques exemples, voilà à quoi peut ressembler le foin sur pied. Il n'y a plus de verdure. C'est de l'alimentation de moyenne qualité, mais à cette période-là, il y a toujours des lots d'animaux sur la ferme qui ont de faibles besoins. Par exemple, des vaches qui n'ont plus les veaux avec elles, ou des brebis qui n'ont plus d'agneaux avec elles. Et donc, on peut les faire pâturer des fourrages qui ont peu de valeur, mais on s'affranchit de la mécanisation et on protège nos sols. Donc voilà un exemple de Gascogne dans les fruits sur pied. Les résiduels, ce qui reste du foin sur pied. Voilà quelques exemples. Et donc les parcelles vont passer l'été comme ça. Et après, un deuxième passage peut être fait pour manger un peu plus de foin. Et ce paillage au sol permet, à la première pluie, ça c'était en septembre de l'an dernier, après c'était fin septembre, après une pluie de 50 mm,
comme on a déjà, la plante n'est pas touchée et le paillage est présent, la repousse est vraiment très impressionnante. Les restes de foin sont mangés à ce moment-là par les animaux, toujours en pâturage tournant. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de découpage de parcelles. Ça peut être les points bleus, c'est les points d'eau. En rouge, c'est les chemins pour aller d'une parcelle à l'autre plus facilement. Et après, c'est toutes les parcelles qui sont découpées. Donc ça, c'est un système assez poussé. Mais en plus simplifié pour des agriculteurs qui veulent se lancer et pas mettre 15 km de clôture dès la première année, on peut mettre en place aussi le système de parking. Ici, vous voyez les bâtiments d'élevage au-dessus de la photo. L'agriculteur a préparé 3 parkings dans lesquels il peut, s'il veut, apporter un peu de fourrage et surtout, il y a les points d'eau. Et de chaque parking, il peut ouvrir au moins 3 parcelles. Voilà, donc en termes de mise en place, c'est assez facile et très fonctionnel. Voilà un autre exemple où on a une parcelle plus parking et à partir de ce point d'eau, l'agriculteur peut ouvrir plusieurs champs. Et dans ce cas-là, c'est des génisses qui étaient sur ce pâturage tournant. Pour l'agriculteur, le travail, c'était tous les 3 jours d'ouvrir une nouvelle parcelle. Les génisses se suivaient et la gestion était vraiment facilitée. Donc, par rapport à ces fonctionnements, il y a 3 types de gestion en fonction de l'organisation de l'agriculteur. Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise. C'est soit les clôtures, les parcelles, les tailles des parcelles sont fixes et on fait varier les nombres d'animaux, rajouter des génisses, des vaches taries, séparer des lots, etc. Soit les parcelles changent et au fil, on change les tailles de parcelles régulièrement. Ça, c'est le plus contraignant, mais c'est efficace. Ou sinon, on change le temps sur la parcelle, sans oublier la règle des 3 jours. Voilà. Qu'est-ce que c'était ça ? Voilà. Et le calcul de la surface de la parcelle est à faire forcément en fonction des besoins des animaux. Ensuite, par rapport à l'eau, juste une photo, c'est pas pour faire de la pub, mais bon, voilà, c'est pour l'eau, soit les systèmes les plus efficaces qu'on voit ici, c'est soit des gros bacs de 500 ou 1000 litres sur des parcelles parking, soit des petits systèmes d'abreuvoir mobile de 70 à 100 litres pour des petits lots qui se bougent à la main très facilement. Dernier exemple d'un agriculteur qui a fait des très bonnes, une évolution très marquée via le pâturage tournant dynamique. Donc, vous pouvez voir plusieurs chiffres. Je ne vais pas trop détailler, mais ce qui est vraiment parlant, juste avec la mise en place de pâturage tournant dynamique, l'optimisation de la croissance de l'herbe, en bas à droite, vous pouvez voir de 2015 à 2019 les rendements d'herbe en tonnes de matière sèche qui ont été mesurés sur son exploitation. Donc, en 4 ans de mise en pratique, on est passé de 3,5 tonnes à 6 tonnes d'herbe valorisée. Voilà, en résumé, que retenir de cette très rapide présentation du pâturage tournant dynamique. Éviter de passer plus de 3 jours par parcelle pour les animaux. Le temps pour revenir à une parcelle est très variable, c'est selon la saison. Au printemps, ça peut être de 20 jours, on arrive à ces fameuses 3 feuilles. Des fois, ça peut être 4 mois pendant l'été. Voilà, donc le principe des 3 feuilles. Ou sinon aussi, quand on a des herbomètres, comme je vous ai montré, c'est 2,5 tonnes, 3 tonnes de matière sèche qu'il faut viser pour entrer les animaux. Pour l'organisation, voilà, il faut faciliter l'organisation avec structure parcellaire, comme je vous l'ai montré. Le piétinement, pas eu le temps d'en parler, mais
À l'œil, ça fait peur, mais souvent, on fait moins de mal que ce qu'on pense. Et en termes de fertilisation aussi, rapidement, on travaille sur des apports précoces avec un peu d'azote et de soufre début février pour stimuler l'herbe de bonne heure pour pouvoir pâturer de bonne heure. Voilà. Merci. C'est à ça que ressemble l'herbe en Ariège. Non, c'est pas vrai. Voilà. Si vous avez des questions, avec plaisir. Donc, je vais vous parler des prairies à fleurs variées. Alors, par contre, du coup, je ne peux pas contrôler le diaporama. Voilà. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on entend par prairies à fleurs variées? Donc, les prairies à fleurs variées sont des prairies qui sont diversifiées et qui restent productives à long terme. Voilà l'objectif des prairies à fleurs variées. Donc, c'est des prairies avec un grand nombre d'espèces. Et l'objectif, c'est de maintenir une composition qui reste diversifiée dans le temps, avec un équilibre entre graminées et légumineuses. L'objectif est de maintenir aussi donc une pérennité élevée à plus de 5 ans pour limiter le travail du sol et d'avoir une valeur alimentaire et une appétence élevée sur le long terme aussi. Voilà. Avec donc une forte productivité fourragère et une forte robustesse à la sécheresse. Donc l'objectif est vraiment que ça réponde à toutes ces contraintes-là. Donc comment on va concevoir une prairie à fleurs variées? Donc oui, c'est ça. Comme toute prairie, en fait, on commence par regarder les conditions pédoclimatiques et l'utilisation. Donc, pour que les espèces soient adaptées à la fois donc, au sol, au climat et à l'utilisation prévue. Et à partir de ces caractéristiques, on va on va obtenir une liste d'espèces qui est adaptée à la parcelle. Donc ça ne change pas beaucoup d'une prairie classique, mais c'est ensuite sur le choix des espèces qu'on va réellement implanter qu'on va avoir une différence. Donc la conception va prendre en compte sur la prochaine diapositive donc un nombre d'espèces élevé. On va avoir des espèces complémentaires qui vont utiliser la ressource dans l'espace et dans le temps. On va avoir ça, des espèces avec d'autres fonctions que la production de biomasse et aussi une sécurisation du mélange face aux aléas climatiques. Donc d'abord, la complémentarité des espèces sur la prochaine diapositive. Non, c'est avant ça. Il y avait la diapositive suivante. Ah, il manque des diapositives. Non, c'était avant. Bon, il manque des diapositives, donc je vais l'expliquer à parole orale, c'est pas très grave. Donc l'idée, donc c'était de. Vous pouvez rester sur la diapositive précédente. Remettez. Pardon. Donc, les espèces complémentaires dans l'utilisation dans l'espace et dans le temps, l'idée en fait, c'est qu'on a des espèces qui utilisent l'espace différemment. Par exemple, un dactyle va utiliser l'ensemble de la lumière qui va lui arriver dessus et va laisser très peu passer la lumière aux espèces qui pourraient se trouver en dessous, alors qu'il y a des espèces comme la luzerne qui, elle, va permettre à la lumière qui va utiliser une partie de la lumière, mais qui va permettre également que la lumière atteigne le sol et donc puisse profiter à d'autres espèces également. Après, on a aussi au niveau de l'espace des espèces qui vont être plutôt avec des racines superficielles, donc qui vont aller chercher les éléments plutôt au niveau superficiel, et d'autres espèces qui vont aller chercher plus profondément dans le sol. Et donc, ces espèces-là ne vont pas se concurrencer au niveau lumière, au niveau éléments, puisqu'ils vont occuper des espaces différents. Donc ça, c'est la complémentarité dans l'espace. Ensuite, au niveau complémentarité dans le temps, donc il y a
au niveau intra-annuel, des espèces vont se développer à différents moments de l'année. Il y a des espèces très précoces qui vont se développer plutôt en début de printemps, d'autres qui vont arriver plutôt en milieu de printemps, d'autres en fin de printemps, des espèces qui vont pousser plutôt l'été, d'autres non. Donc, on va avoir une complémentarité entre les espèces, et là aussi, et ça pour éviter qu'elles se fassent concurrence au même moment. Donc, on va vraiment avoir les espèces qui vont prendre le relais les unes sur les autres. Ça, c'est au niveau intra-annuel. On a une complémentarité aussi au niveau interannuel. Déjà à l'implantation. À l'implantation, il y a des espèces qui vont avoir une implantation rapide et qui vont occuper le sol très rapidement au départ, et d'autres espèces, même la première année, qui vont arriver plus tardivement. Et ensuite, au niveau de la longévité également, certaines espèces vont occuper le terrain la première, voire la deuxième année, et d'autres espèces vont être plus timides sur le début de vie de la prairie, les premières années, et vont ensuite rester plus longtemps, par contre, dans la durée, et vont faire la production sur la durée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au niveau complémentarité. On essaye d'avoir des espèces qui ne se gênent pas les unes les autres, qui ont chacune leur rôle et chacune leur période de production. Ensuite, on va intégrer des espèces qui ont d'autres fonctions que la production de biomasse. Donc la fonction principale est effectivement la production de biomasse, mais, ah oui, c'est la diapositive suivante. Là, c'est marqué. Voilà, donc c'est ici. Donc, il peut y avoir d'autres fonctions que la production de biomasse pure, même si la fonction principale, ça va être ça, mais après, certaines espèces vont occuper d'autres fonctions. Donc, notamment, couvrir le sol. Donc, soit couvrir le sol au démarrage pour éviter le salissement, soit couvrir le sol en cours de durée de vie de la parcelle, de la prairie, pour, si jamais il y a des trous, suite à des accidents climatiques ou des ravageurs, pouvoir couvrir le sol rapidement à ce moment-là. Donc ça, ce sont les rôles, alors des trèfles annuels plutôt pour couvrir le sol au démarrage, mais après, tout ce qui est fétuque rouge, pâturin des prés, qui vont couvrir le sol dans la durée pour éviter le salissement de la parcelle tout au long de sa durée de vie. Ensuite, certaines espèces ont un rôle secondaire qui est de fournir de l'azote. Ce sont le cas de l'ensemble des légumineuses, plus particulièrement le trèfle blanc nain, qui lui n'a pas du tout de fonction de production de biomasse. Il va uniquement servir à produire, comme il reste très bas, il n'est pas fauché, il n'est pas pâturé souvent, mais par contre, il va fournir de l'azote tout au long de la durée de vie de la prairie. Ensuite, on peut avoir des fonctions antiparasitaires, comme certaines plantes comme le lotier, le sainfoin, la chicorée ou le plantain, qui ont des fonctions antiparasitaires. Et d'autres plantes vont avoir des effets galactogènes, comme la chicorée, le lotier, le fenugrec, qui vont apporter ces effets-là. Voilà. Après, on a d'autres fonctions qui peuvent être d'apporter de la fibre, d'apporter du sucre. Alors, des fonctions mellifères. Tout ça, en fait, se fait en fonction des besoins de l'éleveur chez qui on va implanter ces prairies. Voilà, donc diapositive suivante. Voilà, donc après, donc ça c'est donc le troisième objectif, hein, c'est de sécuriser le mélange face aux aliments climatiques, enfin, aux aléas globalement, mais aléas climatiques et ravageurs. Donc pour cela, on va doubler systématiquement les espèces qui assurent la même fonction. C'est-à-dire qu'on va toujours mettre 2 espèces pour la même fonction, pour être sûr que la fonction soit bien lieu. Et pour cela, donc, on met soit plusieurs espèces, soit plusieurs variétés par espèce, pour que s'il y a un aléa avec une variété ou une espèce qui disparaît, on ait l'autre qui prenne le relais par rapport à ça. Donc, et enfin, pour concevoir cette prairie à fleurs variées, il faut élaborer le mélange et définir la densité de semis de chaque espèce. Donc, pour ça, on utilise bien sûr le nombre de graines souhaitées à l'hectare, mais aussi, il faut faire très attention à l'agressivité des espèces et des variétés choisies pour que le mélange reste stable dans le temps et qu'il n'y ait pas une espèce qui prenne le dessus sur les autres. Donc, pour arriver à
à définir ces densités de semis, on va travailler, on a un travail de validation avec des groupes d'éleveurs pour tester en fait les différentes proportions de chaque espèce et arriver à des mélanges qu'on sait stables. Donc, c'est sur la prochaine diapositive. Donc, ces mélanges sont testés et validés auprès des groupes d'éleveurs. On a un outil qui s'appelle CapFlore, qui est un outil en ligne qui permet de choisir les espèces en fonction de toutes les caractéristiques dont on a parlé jusqu'ici. Donc, à la fois les conditions pédoclimatiques, l'utilisation et les espèces secondaires qu'on va favoriser. On va créer le mélange. Après, en première étape, on va le tester chez un éleveur qui va dire si le mélange convient ou ne convient pas et s'il est stable dans la durée. À partir du moment où le mélange va convenir, ce mélange-là, on va le tester auprès d'un groupe d'éleveurs qui va également voir si le mélange convient ou non et le faire évoluer s'il y a besoin de le faire évoluer. Donc, tout se base à partir de groupes d'éleveurs, c'est très important pour ne pas arriver sur une impasse et bien faire des mélanges qui puissent convenir au plus grand nombre. Donc, au niveau de notre secteur, donc sur la prochaine diapositive, on a donc un réseau, donc nous on est dans les Hautes-Pyrénées, mais on a un réseau d'éleveurs sur l'ensemble du territoire c'était Midi-Pyrénées, avec plusieurs groupes d'éleveurs, donc notamment 3 principaux, mais c'est pas limité, il peut y avoir d'autres groupes d'éleveurs qui ont participé au GoPUI Caliprat. Donc c'était un réseau d'observation sur 5 ans, avec 54 exploitations engagées, 560 hectares de prairies à fleurs variées qui ont été implantés et 44 parcelles qui ont été suivies particulièrement avec des relevés floristiques. Donc, au niveau des Hautes-Pyrénées, on a 16 agriculteurs qui étaient engagés et 94 hectares de prairies à fleurs variées chez nous. Voilà, mais on a travaillé avec l'ensemble de la région. Donc, ça nous a permis, sur la diapositive suivante, ça nous a permis d'arriver à définir toute une typologie de différentes prairies à fleurs variées avec des compositions différentes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fonction de si la prairie est fauchée ou pâturée, si elle est fauchée tôt ou tard, précocement, pas précocement, s'il y a les deux, pâturée, fauche, de tubes de sol, etc., on va arriver à toute une liste de prairies à fleurs variées qui sont possibles à mettre en place chez les éleveurs. Donc, toutes ces prairies ayant été testées préalablement par les groupes d'éleveurs. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de mélanges sur la diapositive suivante. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais c'est pour vous montrer un peu les différents types de mélanges qu'on peut avoir. Donc, sur le pâturage précoce, par exemple, on va avoir un mélange avec plus d'une dizaine de plantes différentes qui ont toutes donc leur utilité par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Et après, sur des mélanges de type fauche, on va avoir un peu moins d'espèces, puisque toutes les espèces ne pourraient pas se développer, vu que ce sont des prairies qui laissent moins de place, puisqu'ils montent plus haut. Donc, ces prairies-là ont été suivies pendant 5 ans. Donc là, je vous montrais vite fait l'évolution des prairies de pâturage. Donc, avec certaines espèces, vous voyez l'évolution des espèces. Il y a certaines espèces qui prennent un peu le dessus sur d'autres. Mais globalement, toutes les espèces sont quasiment présentes au bout de 3 ans, en tout cas. Donc là, pour l'instant, on a 3 années d'observation. Avec des productions qui sont très variables à l'année, entre 6 et 15 tonnes de matière sèche à l'année. Alors, on a essayé plusieurs mélanges qui ont été validés à chaque fois par les groupes d'agriculteurs. Et on a des valeurs alimentaires qui sont autour de 1 UF. Alors, au pâturage, bien sûr, sur des utilisations précoces. Et donc autour de 1 UF et entre 80 et 100 PDI.
Donc voilà, ça c'est pour le pâturage précoce. Et pour la fauche précoce, là aussi, vous avez des évolutions de la proportion des espèces qui se font. Donc ça sélectionne forcément un peu les espèces les plus productives, mais avec d'autres espèces qui sont toujours là, même en moins grande quantité, et qui peuvent être là en cas d'aléa pour reprendre un peu plus de place et permettre à la prairie de continuer à produire. Donc là, on a là aussi des variations entre prairies au niveau de la productivité, mais on est autour de 8 tonnes hectares et avec des valeurs alimentaires tout à fait intéressantes qui étaient principalement utilisées en ensilage. Donc voilà, donc tout ça a été fait par le programme Caliprat. Donc le cœur du programme était effectivement de suivre la composition des prairies à fleurs variées, mais pas que, puisqu'il y avait tout un tas de travaux qui ont été faits autour de ces prairies à fleurs variées, donc notamment l'analyse du système fourrager, en recherchant l'amélioration des systèmes fourragers chez les éleveurs du projet. L'approvisionnement en semences, qui est une grande difficulté pour ces prairies-là, puisque comme il y a beaucoup d'espèces, on va avoir très peu de quantité de chaque espèce. Donc l'approvisionnement en semences se fait forcément collectivement, donc via ces groupes d'éleveurs. On a travaillé sur l'optimisation de la conduite technique, donc on a notamment l'implantation, puisqu'on a des difficultés d'implantation de ces prairies, mais aussi la fertilisation et l'exploitation. L'optimisation de la valorisation animale avec notamment le pâturage, les rations, et, voilà. Et la maîtrise des paramètres environnementaux comme le pH par exemple. Donc voilà, tout ce travail a été fait autour de ça. À la suite de ce travail, on a pu sortir quelques règles pour la pérennité de ces prairies à fleurs variées, notamment porter un soin particulier à l'implantation, pratiquer une fauche de nettoyage au premier printemps pour favoriser les espèces, voilà, faire attention au pâturage du premier printemps, respecter le mode d'utilisation prévu, etc. etc. C'est vraiment très important, ces quelques conseils pour la pérennité, parce qu'on a vu aussi beaucoup de prairies se dégrader faute d'avoir suivi ces préconisations. Enfin, donc je vais laisser la dernière parole aux éleveurs. La prairie à fleurs variées vue par les éleveurs. On a fait une enquête auprès des éleveurs pour voir un peu quels étaient les points forts et les points faibles qu'ils trouvaient à ces prairies à fleurs variées. Donc les principaux points forts, c'est la qualité des fourrages, la valeur alimentaire et l'équilibre alimentaire. L'adaptation au mélange, aux aléas, notamment au territoire, au sol. Et les rendements, qui sont aussi la productivité qui est assez importante. Le fait qu'il y ait peu besoin de fertilisation, puisqu'ils sont très riches en légumineuses, ils ont besoin de peu d'apport d'azote. Donc ça, c'est les principaux points forts. Et les principaux points faibles vus par les éleveurs, donc c'est la difficulté d'implantation. Effectivement, on a eu quelques ratés au niveau de l'implantation, parce que avec le grand nombre d'espèces qu'il y a, il y a certaines espèces qui ont du mal à s'implanter au milieu des autres. L'approvisionnement en semences, j'en ai parlé, la difficulté pour pouvoir s'approvisionner, notamment dans certaines espèces qui sont peu commercialisées. Le coût des semences, on a des implantations avec des densités assez importantes, donc il faut, du coup, le coût des semences est assez élevé. Voilà. Donc voici les principaux points forts et points faibles de ce type de prairie. Merci bien. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Mercedes Ibáñez y os presentaré efectivamente el proyecto Farragem. Las mezclas forrajeras aumentan la productividad y mejoran el medio ambiente. De hecho, este proyecto está bastante en la línea con la presentación que acabamos de ver sobre prados de flora variada, ya que el proyecto Farragem es un proyecto de divulgación que pretende crear un espacio de transferencia entre el sector agroganadero y la academia para dar a conocer cuáles son las ventajas de las mezclas forrajeras frente a los monocultivos.
Este es un proyecto de transferencia financiado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña y está liderado por el Laboratorio de Ecología Funcional y Cambio Global del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y la Universidad de Lleida. Y es que, de hecho, cuando tenemos una mezcla de varias especies, lo que tenemos es también una diversidad de rasgos funcionales, ya que esta mezcla presenta diversidad de formas de hojas, de raíces, diferentes estrategias en la captación y el uso de los recursos, como por ejemplo la luz o el nitrógeno. Y esto resulta en un uso complementario y más eficiente de los recursos disponibles, lo cual hace que se optimicen las funciones y servicios que el ecosistema puede ofrecer. De hecho, una de las principales ventajas que hemos observado en las mezclas forrajeras es un claro incremento en la productividad. Por ejemplo, en un experimento que se llevó a cabo a escala continental con 31 zonas experimentales diferentes, se vio como las mezclas presentaban una mayor productividad que los monocultivos en un 97% de los casos, como podéis ver en este gráfico. Uno de los campos experimentales en cuestión se ubicó en Cataluña y fue liderado por el Laboratorio de Ecología Funcional, donde efectivamente se observó que estas mezclas presentaban mayor productividad frente a los monocultivos y además que la máxima productividad por lo general se tiende a obtener cuando tenemos una máxima diversidad y una máxima homogeneidad de las especies presentes en la mezcla. Es decir, como por ejemplo podéis ver en este gráfico en el que se ha combinado 3 especies típicamente forrajeras, achicoria, festuca y alfalfa, la máxima productividad se consigue en torno a 1/3 de cada una de estas especies, siendo especialmente beneficiosa la presencia de leguminosas en la mezcla. Además, este incremento en la productividad no supone un incremento en la presencia de malas hierbas, ya que las malas hierbas por lo general disminuyen en las mezclas frente a los monocultivos. Y también las mezclas presentan claras mejoras en la calidad del forraje, ya que cuando tenemos una mezcla y en especial cuando tenemos leguminosas en la mezcla, observamos que la cantidad de nitrógeno y por lo tanto las proteínas incrementan también en las otras especies presentes en la mezcla, como por ejemplo podéis ver en este gráfico, ¿no? Donde tenemos que el contenido de nitrógeno en cereal incrementa con la proporción de leguminosas hasta un porcentaje de leguminosas en torno al 50%, a partir del cual se tiende a estabilizar el contenido de nitrógeno en las otras especies de la mezcla. Esto plantea un compromiso entre la productividad y la calidad del forraje y, bueno, evidentemente las proporciones de las distintas especies variarán en función de la climatología y de las especies más adaptadas localmente, pero una conclusión que hemos visto es que con una presencia de leguminosas en torno al 50% o incluso inferior, ya se observan claros beneficios tanto en la productividad como en la calidad forrajera. Y es que, de hecho, esta presencia de leguminosas y esta mezcla de especies lo que hace es potenciar también el contenido de nitrógeno del suelo y, por lo tanto, su fertilidad. Y otra de las ventajas que hemos observado muy relacionada con el tema de mitigación del cambio climático es que al tener una mayor productividad, claramente hay una mayor asimilación de CO2 y también una cierta reducción en las emisiones tanto de metano como de N2O.
Además, las mezclas, al ser menos dependientes del uso de fertilizantes externos debido a esta fertilización del suelo que tenemos a través de la presencia de leguminosas, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de fertilizantes, lo cual es muy interesante. Y ya por último, también hemos observado cómo estas mezclas presentan mejoras en la eficiencia en el uso del agua y mayor resistencia a sequías, ya que al disponer de más nitrógeno, toda la comunidad se puede beneficiar de esta mayor disponibilidad de nitrógeno que incrementa la productividad incluso en condiciones restrictivas de agua. Y bueno, y ya para acabar me gustaría presentar un par de campos experimentales que estamos gestionando y en los cuales llevamos años trabajando y que nos han dado mucha información sobre las ventajas de las mezclas forrajeras. En primer lugar tenemos el Pla de Riad, en el cual hemos estudiado el potencial de mitigación del cambio climático de las mezclas forrajeras. Este es un campo de forraje que está situado cerca de Solsona y en el que tenemos una alternancia de cultivos de cereales en monocultivo o mezclas de cereal leguminosa. Además, cada año, una vez se ha hecho la cosecha, lo que rebrota es pastoreado por un rebaño de vacas que pastorea de forma extensiva. Y además, el campo está equipado con una estación de medida de flujos de CO2 que nos permite cuantificar si el sistema está actuando como un emisor de CO2 o como un sumidero. Y bueno, pues lo que hemos observado a lo largo de estos años es que efectivamente cuando tenemos mezcla de cereales con leguminosa, distintas mezclas, lo que observamos es un claro incremento en la productividad y por lo tanto en la asimilación de CO2 en comparación con los monocultivos de cereal, tanto cuando hacemos el balance anual como cuando miramos solo la fase de crecimiento hasta la fecha de la cosecha. Y además, las mezclas después de la cosecha presentan un rebrote de la vegetación mucho más acusado que los monocultivos de cereal y este rebrote de la vegetación, además de que es un recurso que se puede pastorear, supone otro pico de asimilación de CO2 que al final es bastante importante para el balance anual del ecosistema. Y en segundo lugar tenemos el campo experimental de la Escuela Agraria del Solsonès. Este es un campo experimental que está vinculado a un proyecto que se llama LegacyNet. Este proyecto LegacyNet es una red internacional de estaciones experimentales que pretende evaluar el potencial de estas mezclas de especies y de la diversidad sembrada, tanto sobre la productividad, la calidad del forraje, como sobre otros parámetros ambientales y servicios ecosistémicos, tanto sobre el cultivo actual como sobre el cultivo posterior en sistemas de rotación de cultivos en los que hay una alternanza de una mezcla forrajera con un monocultivo después. Bien, pues esto ha sido todo. Si queréis más información sobre el proyecto Farratgem, podéis consultar la web donde encontraréis mucha más información sobre las ventajas de las mezclas forrajeras, también algunos vídeos que pueden ser interesantes, bueno, y información en general. También os podéis dirigir a mi email para cualquier duda o consulta. Y muchas gracias a toda la audiencia por vuestra atención y por invitarme. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Yo soy, como ha dicho Carlos y Raquel, y dentro del sindicato Unión de Pagesos soy la responsable de medio rural y de políticas de montaña.
Os explicaré este proyecto de geolocalización, los objetivos que tiene y cómo empezó todo. Hace 4 años se pusieron en contacto con Unió de Pagesos, unos chicos, para presentarnos una aplicación relacionada con la geolocalización del ganado. La idea no encajaba en aquel momento en los proyectos que podíamos impulsar y se descartó. Pero dando vueltas a esta idea y aprovechando que salía la convocatoria de los grupos operativos y que teníamos sobre la mesa la problemática de la presencia del oso en nuestras montañas, se estudió la posibilidad de hacer alguna cosa. Implicamos al Departamento de Agricultura, hablamos con IRTA, que es el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña, y su técnico, Antonio Dalmau, nos contó que había trabajado anteriormente en un proyecto transfronterizo con ganaderos del País Vasco, muy similar a la idea que teníamos en mente. IRTA fue quien nos puso en contacto con Digit Animal, que es la empresa tecnológica especializada en el tema de collares de geolocalización. Solo nos faltaba encontrar socios en los territorios y pensamos que implicar a las cooperativas agrícolas era una buena opción. Así fue como la cooperativa de Sort, en la comarca del Pallars Sobirà, y la cooperativa Pirinaica, de la comarca de l'Alt Urgell, empezaron a trabajar en el proyecto. Estas 2 comarcas están dentro del ámbito territorial de aplicación del proyecto en el Pirineo Occidental, en la provincia de Lleida. El objetivo del proyecto es dotar al sector de la ganadería extensiva de bovino, equino y ovino de nuevas herramientas tecnológicas que hagan posible obtener y gestionar la máxima información del rebaño para detectar incidencias y mejorar la gestión de los animales y de los pastos. Esto se consigue pudiendo controlar los movimientos y la supervisión del estado de los animales a nivel individual y de los rebaños como grupo. Reducir las horas de dedicación que el ganadero necesita para atender a sus animales es un factor clave para incrementar la viabilidad económica de las empresas agrarias y ganaderas. Con los collares podemos obtener información de la localización, el nivel de actividad y la temperatura del animal, que quizás actualmente es el dato menos importante para los ganaderos o que no se termina de ver su utilidad porque la temperatura varía mucho durante el largo del día y la interpretación de estos datos no se conoce mucho cómo nos puede ayudar, pero todo se irá perfeccionando. Todos estos datos se suben con el servidor a la nube y podemos extraer patrones y generar notificaciones con la ventaja de que disponen de baterías de larga duración. Aunque esta duración puede variar en función de las zonas de cobertura, la correcta colocación del collar y la temperatura ambiente. Los análisis relativos a la geolocalización permiten conocer también la presión de pasto, preservar su cualidad y garantizar la sostenibilidad del sistema silvopastoral. También nos va a permitir detectar si, debido a la presencia del oso en nuestras montañas, supone un abandonamiento de ciertas zonas de pasto a las cuales los animales no acceden por miedo a la presencia de este animal. Este es un hecho que los ganaderos han constatado, pero que desde el Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña, responsable de la gestión de la reintroducción del oso, no se tiene en cuenta como daño colateral y nosotros pensamos que es muy grave por las consecuencias negativas que puede comportar el abandono del territorio en temas de incendios y pérdida de biodiversidad. Relacionado con la fauna salvaje, la geolocalización permite documentar ataques o comportamientos anormales de los animales que de otra manera sería imposible o muy difícil de hacer. De este proyecto hacemos difusión a través de publicaciones, jornadas del plan de transferencia tecnológica y a través también de las redes sociales. La financiación se obtiene del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña y los fondos del Centro Tecnológico IRTA. La durada de este proyecto en principio es de 2 años, pero esperamos poder ampliarlo o adaptarlo a otros proyectos para que tenga continuidad. Los ganaderos que forman parte del proyecto son 6, 4 de ellos tienen bovino, 2 de equino y 3 ovino.
un mismo ganadero puede tener más de una especie animal. Se han repartido los collares a partes proporcionales según el número de especie de ganado. En total se han colocado 210 collares y 5 antenas para conseguir cobertura en zonas de difícil acceso donde hasta ahora no llegaba. La opinión general de los ganaderos es buena. Coincide en que da tranquilidad y ahorra tiempo. Pensamos que es un proyecto útil con visión de futuro y espero que os haya parecido interesante y si queréis hacer alguna pregunta, pues adelante. En la web del Departamento de Agricultura y en la de Unión de Pagesos hay toda la información más ampliada. Y como ha dicho antes Carla, también ahora pasaremos un vídeo donde podéis escuchar el testimonio de los ganaderos que forman parte del proyecto. Y muchas gracias por escucharnos. Des de Unió de Pagesos nosaltres vam creure convenient posar en marxa aquesta prova pilot amb la col·laboració de l'IRTA, Cooperativa de Sort, Cooperativa Pirenaica i Digit Animal. Els objectius són clars, saber on és el bestiar, trobar-lo com més fàcil possible, saber què passa, veure quins moviments tenen, si tenen moviments uns moviments raros, que si baixen per una canal, si tenen desplaçaments llargs, que no són normals, que estem parlant sempre d'animals de costums. I aquest sistema ens ajuda molt tot el tema de saber temperatures, saber geolocalització, saber pulsacions del cor. Tot això ens ajuda, és a dir, hi ha ramaders que inclús poden arribar a saber si una vaca està malalta o no malalta, depenent de quins moviments han tingut. Els collars els col·loquem entre el mes de març, que és quan surten, i després els recollim al mes de desembre, que és quan, pel tema climatològic, les ovelles estan al corral, per tant no són necessaris. I aquests collars ens ajuden des de quan te lleves al matí, mirar a través de l'aplicació si s'han mogut molt les ovelles, si hi ha algun moviment anòmal, si per exemple han fet 2 o 3 ovaris escabots i no s'han tornat a juntar aquella nit. I llavors això, per exemple, t'estalvia viatges i consum de gasoil d'anar allí a veure al comunal i diverses coses que, per exemple, el tenir-ne tu la seguretat que estan on han d'estar les ovelles. Cada dia, simplement mirant el mòbil, sé on estan, fins i tot puc preveure que estan bé, perquè estan totes agrupades, han tingut una activitat normal. Constantment estem mirant a la pantalla del mòbil el tema dels moviments i tema de temperatures, tema de quants quilòmetres han fet. És una eina molt bona, la veritat és que n'hem tingut sort, ens ha evitat molts passos i molts quilòmetres. Ha sigut més fàcil que els altres anys localitzar els animals i poder accedir amb ells. Buenas tardes a todos. Y agradecer mucho la participación de todo el mundo que está aquí presente, aunque no nos veamos. Carla, voy a intentar, a medida que va pasando el vídeo, voy a intentar contar en pocas palabras lo que fue el proyecto. Así que si no te importa darle paso al vídeo, lo comento, ¿de acuerdo? Bueno, desde Avere os voy a comentar este proyecto que nosotros llamamos proyecto de balsas flexibles o balsas pulmón. El inicio del proyecto fue en el año 2009
El objetivo de este proyecto fue la gestión integral de la materia orgánica que en este caso producían en forma de purín las explotaciones. En realidad nuestro objetivo definitivo era gestionar un recurso para nosotros, ¿vale? Para ello contamos con una cooperativa ya constituida por explotaciones ganaderas productoras de leche. Estaban constituidas en base a una CUMA albina. Son 7 explotaciones de vacuno de leche las que forman dicha CUMA y suponen en este momento el 25% de la cabaña ganadera de vacuno de leche de Álava, ¿vale? Al mismo tiempo trabajábamos con ellos en todo el tema relativo a la producción, a los cultivos que estas explotaciones tienen y a la capacidad de almacenamiento que tenían cada una de ellas. Pero al mismo tiempo contábamos y hemos contado en este proyecto con explotaciones preferentemente agrícolas, las cuales tienen una gran dificultad de conseguir materia orgánica para sus suelos, ¿vale? Ello nos llevó a elegir un sistema de almacenamiento que tiene varias ventajas desde nuestro punto de vista. Para empezar, disminuye los olores y las emisiones, nos permite almacenar purín con muy poca entrada de agua en las balsas, tal y como veis, y una estanqueidad. Y asimismo permite esta balsa que estáis viendo suministrar a esas explotaciones y esos terrenos de cultivos extensivos que tenemos muy próximos el purín que tenemos almacenado en esta balsa, ¿vale? La balsa que en este momento estáis viendo tiene unas dimensiones de 80 metros de largo por 20 de ancho por 4 de profundidad y es capaz de almacenar 6 millones de litros, cuyo objetivo es utilizarlos en esos espacios que habéis visto. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y empezamos solo con una corta presentación del proyecto y después enviamos una video hace algunos días, Carla, si después puedes lanzar el video. Sí, luego la ponemos. Bueno, el proyecto que tenemos, que se llama Agrosil, es un proyecto que tiene 4 experiencias y la primera, la más importante, es un experimento de foraje con moreras blancas y es esta experiencia que nos dio los mejores resultados que podemos encontrar ahora y que ahora la mayor parte de los campesinos franceses nos piden de más en más preguntas. Hace ahora 4 años que implantamos estos plantones y tenemos muy buenos resultados. Ahora en Francia tenemos algunos otros campesinos que tienen ganas de plantar y en nuestro departamento ahora tenemos 4 campesinos más que intentaron plantarlos este invierno. Y ya podemos lanzar el video. Trabajamos para los criadores de ganado vacuno y ovino para obtener una mejor autonomía en foraje. Estos asuntos son ahora de más en más importantes y en este caso el proyecto Agrosil, agrosilvopastoralismo, intenta responder a estos asuntos con diferentes prácticas. Aquí instalamos moreras blancas como árbol de foraje. En este experimento son las vacas que comen las hojas y las ramas juveniles de las moreras con una instalación de un banco de alimentación en superficie completa. 25.000 plantones al hectárea fueron instalados en 2017. El objetivo es de poder medir la productividad. Instalamos estas moreras blancas para aumentar nuestra autonomía en forajes. Hicimos pacer nuestras vacas y pudimos ver que es un alimento que comían con gusto. Hojas y ramas verdes. Tenemos que regresar regularmente para evitar la lignificación de las ramas.
El ciclo de pasaje es el mismo que un foraje clásico de alfalfa, 35 a 40 días. Después de estos días, las ramas se lignifican y las vacas no las comen. Lo que ven ahora fue comido al 10 de agosto y 15 días después las hojas y las ramas estaban como las ven ahora. En relación al calentamiento climático, escogimos esta planta porque tiene un óptimo de crecencia a 13 grados al año. Hoy día, las zonas de interés en nuestro departamento es toda la parte norte. Al horizonte 2050, si damos cuentas a los modelos climáticos, será casi la mitad del departamento que podrá plantar estas moreras, si los resultados de este experimento pueden responder al asunto de la autonomía en foraje. Aquí podemos ver que las moreras todavía no tienen muchas hojas. Este video fue tornado el 31 de marzo y podemos ver que la hierba es disponible. Es el segundo pasaje de las vacas sobre este año 2020. Este quinto pasaje de las vacas sobre los plantones corresponde de manera muy visual a lo que esperábamos. O sea, tener recursos forajeros en verano cuando la hierba está quemada. Además, pudimos ver que las vacas comen las moreras blancas con velocidad y parece gustarles. Este video nos permite responder con las moreras blancas a la temática de la autonomía en foraje. Hoy día podemos decir que la parcela de experimentación queda productiva casi 9 meses al año. Voilà, donc vous avez vu une vidéo d'une ferme pilote, alors non pas des Hautes-Pyrénées, mais avec nos partenaires de la Chambre d'agriculture du Tarn, nos collègues, avec qui nous fonctionnons au réseau. Voilà, nous avons encore 16 fermes pilotes dans les Hautes-Pyrénées. Et donc, vous avez pu voir ce travail de partenariat avec l'INRA, hein, l'Institut de la recherche agronomique, qui a permis, on l'a vu avec Karine Chatin tout à l'heure, de développer le logiciel CapFlore. Alors, vous avez vu une vidéo de 2018, le programme d'établissement de cette base de données des prairies à flore variée est opérationnel depuis 2019. Et on continue, grâce aux observations et aux fermes pilotes aujourd'hui, à alimenter cette base de données et ce logiciel CapFlore pour mesurer sur la durée la viabilité et la pérennité des mélanges. Voilà. Donc, vous avez vu un secteur de moyenne montagne là dans le Tarn. Ça correspond aussi aux espaces que l'on teste, nous, dans les fermes pilotes Climagile, autour de 900 000 mètres d'altitude, avec des conditions pédoclimatiques voilà, qui sont comparables. C'est pour ça qu'on vous a montré cette vidéo de nos collègues du Tarn. Voilà. Voilà pour les prairies à flore variée. Donc, c'était pour illustrer dans le prolongement de ce qu'a présenté Karine Chatin tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie et puis désolé pour la qualité de la vidéo qui manifestement devait être trop grosse peut-être. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Merci Carla. Merci à tous. Muchas gracias a todos. Donc, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Vous avez pu voir à travers cette journée 7 pratiques qui sont plus ou moins nouvelles, qui sont plus ou moins innovantes et éprouvées en fonction des territoires. Et c'est un petit peu ça l'esprit du projet Climagile. Comme le disait Joanne Cabaye, le changement climatique, c'est une réalité. Les éleveurs en ont conscience aujourd'hui. Et l'idée du projet, c'est bien de montrer que par rapport à cette réalité,
les éleveurs sont en mouvement et inventent, testent, recherchent ailleurs des solutions et des manières de faire évoluer leurs pratiques. Alors, on l'a vu, certaines pratiques ne datent pas de quelques mois ou de quelques années, et bien souvent, elles ont été mises en place alors même qu'on ne parlait pas encore d'adaptation au changement climatique. On parlait alors d'autonomie fourragère, on parlait alors d'amélioration de la qualité de l'alimentation ou maintenant on parlerait également de relations avec le bien-être animal. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a une forme de convergence, c'est que ces sujets-là aujourd'hui trouvent encore plus d'intérêt et ces nouvelles pratiques trouvent encore plus d'intérêt lorsque l'on les compare aux impacts attendus du changement climatique. Et on peut ressortir quelques clés de réflexion sur finalement quelles sont les conditions pour que ces pratiques-là puissent être bien vérifiées et bien diffusées et appropriées par les agriculteurs. On l'a vu, il faut une faisabilité, le fait de vérifier que ces pratiques-là s'adaptent bien au terroir, au territoire localement. Un deuxième élément, je pense, important, et ça a été souvent évoqué dans les présentations, c'est l'approche économique. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut aussi parler de comparaison d'une pratique à une autre d'un point de vue économique pour voir si on améliore ses coûts, la maîtrise de ses coûts, ou s'il y a des impacts en termes de coûts. On parlera aussi de questions autour du temps de travail pour les agriculteurs, parce que c'est une question évidemment fondamentale. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que finalement, plus on a d'agriculteurs qui se mettent à s'approprier ces pratiques-là, et plus nous, structures d'accompagnement, on disposera de connaissances, de données, de points de comparaison, et plus on aura de capacités derrière à mieux former et accompagner les agriculteurs dans l'appropriation et l'évolution de ces nouvelles pratiques. Donc finalement, quelqu'un parlait tout à l'heure d'amplification, et je crois qu'effectivement, sur ce type de pratique-là, on est majoritairement sur des pratiques qui aujourd'hui sont éprouvées. Elles ne sont pas tant révolutionnaires que ça. Elles s'adaptent un peu au territoire et l'idée aujourd'hui, c'est que autant il y a quelques années, on pouvait dire que tous les agriculteurs n'étaient pas concernés, autant aujourd'hui, l'enjeu du changement climatique fait aussi qu'on peut se dire que ces pratiques-là, elles ont vocation à être appropriées et à devenir un peu la norme pour beaucoup d'agriculteurs. Donc aujourd'hui, le projet Climagile va se poursuivre. On a subi, et c'est pas facile, la coopération transfrontalière lorsque on est face à la crise sanitaire, mais les focus group vont se poursuivre de manière virtuelle ou physiquement. Au mois de janvier, ce sera le tour de l'Ariège de l'organiser, le 13 janvier. On aura ensuite Abéré en Alava qui va l'organiser en février et les Hautes-Pyrénées en mars. Donc ça, ce sont les prochaines échéances sur ce projet-là. On espère qu'on pourra commencer à refaire des rencontres en présentiel et à intégrer des visites physiques des pilotes et des actions innovantes sur le terrain, sur les exploitations. Globalement, 2021, on espère que ça sera l'année, vraiment une année consacrée très fortement aux visites techniques, aux échanges entre agriculteurs et entre éleveurs des deux côtés de la frontière et des Pyrénées. Donc, on vous invite à suivre un peu les actualités sur ce projet. S'il y a aujourd'hui des éleveurs qui nous écoutent et qui sont intéressés pour venir sur le terrain voir en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées ou dans le Pays Basque, physiquement, comment se passent les actions que vous avez vues, n'hésitez pas
à contacter AgroTerritory, n'hésitez pas à nous contacter et ça fait partie du projet Climagile d'organiser ce type de voyage d'études et de rencontres. Voilà, et puis il y aura une dernière étape sur Climagile, ça sera d'essayer de voir comment toutes ces innovations-là, toutes ces nouvelles pratiques, elles s'intègrent entre guillemets dans les modèles, dans les systèmes d'exploitation en élevage et comment petit à petit on peut les combiner ensemble pour arriver à globalement renforcer la résilience des exploitations d'élevage au changement climatique. En tout cas, merci à Christina, à Carla et à toute l'équipe d'AgroTerritory d'avoir organisé ce premier focus group sous la forme webinaire. Merci à tous les intervenants et aux interprètes qui font un travail très très difficile et excellent. Et on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles journées Climagile. Merci, au revoir.